Chapitre 21 de la femme émancipée. Il existe pourtant des femmes qui mènent une vie professionnelle, bien qu'elles aient 25 ans et plus. Il peut y avoir à cela des raisons diverses. La première, la femme a épousé un raté, c'est-à-dire un homme qui ne gagne pas assez d'argent pour financer les orgies de camelote de sa moitié. La deuxième, la femme, pour des raisons biologiques, n'a pas d'enfant. Certains hommes, une fois leur désir assouvi et disparu, ne voient alors aucune raison de continuer à subvenir à ses besoins. La troisième, la femme est laide. La quatrième, la femme est émancipée. La cinquième, la femme s'intéresse à une certaine profession et renonce a priori à l'esclave mâle et aux enfants. Les motifs 1 et 2 ont des points de ressemblance. Beaucoup plus importants sont les deux suivants, car on considère souvent que la femme laide est émancipée, ce qui est faux. Quant aux chances qu'il y a de rencontrer un exemplaire de la dernière catégorie, la femme qui renonce à son confort et à son cerf à cause de sa vie spirituelle ou simplement par honnêteté, elles sont presque nulles. Celle qui l'est, selon le goût de l'homme, soit parce que ses caractères sexuels secondaires sont insuffisamment développés ou pas assez mis en valeur, soit parce que les traits de son visage manquent du baby look obligatoire, travaille pour la même raison que l'homme, parce que personne ne le fait pour elle. Mais, tandis que le gain de l'un sert à nourrir également sa femme et ses enfants, la femme laide garde pour elle l'argent qu'elle gagne, sans financer avec lui l'existence d'un beau jeune homme. Ce genre de femme est souvent terriblement intelligent. Au début, comme toutes les autres, elle a suivi les conseils de sa mère et, dans l'espoir de disposer un jour d'un travailleur homme, elle a laissé dépérir ses facultés intellectuelles. Mais au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, ses chances d'attraper l'esclave en question deviennent de plus en plus minces. Que faire d'autre, sinon ramener à la surface ce qui lui reste de son intelligence et d'en faire le meilleur usage possible? Bien de femmes de ce groupe font de fort belles carrières. Écrivains, journalistes, médecins, avocates, il n'est pas rare qu'elles occupent une situation sociale très honorifique, justement parce qu'en tant que femmes intelligentes, elles sortent tellement de l'ordinaire. Du même coup, elles rendent à l'exploiteuse dans sa belle villa des services inestimables. Vous voyez bien ce que nous sacrifions aux hommes, nous autres femmes. Et l'exemple repoussant de ces monstres d'intelligence lui permet d'ajouter: voilà ce que devient une femme qui travaille comme un homme. Quelle laideur, quelle dureté, quel manque de charme et de féminité. Et naturellement, l'homme préférera 1000 fois avoir dans son lit l'amputé du cerveau, car pour la conversation, il a tous les autres hommes. Or, malgré sa réussite sociale, la femme laide n'entend pas renoncer à son statut spécial de femme. Elle considère qu'il va de soi qu'on la regarde comme l'une des merveilles du monde, en tant que femme qui a réussi brillamment au point de vue professionnel. Il y a une sorte d'obscénité dans la manière dont ces femmes soulignent à tout instant leur féminité. Les photos de presse et les écrans de télévision où elles apparaissent dès qu'elles en ont l'occasion nous les présentent avec leurs seins discoureurs étalés sur le dessus de leur grand bureau, en train de se plaindre des difficultés qu'elles rencontrent, en tant que femmes, dans leur haute position. Quoi qu'il en soit, la femme laide est dans une certaine mesure respectable si on la compare à l'exploiteuse vulgaire. Certes, il suffit de voir son visage pour connaître la raison de sa respectabilité. Qu'elle y soit obligée est une autre histoire, car la laideur ne comporte naturellement aucun avantage personnel. Le cas de la femme soi-disant émancipée est plus compliqué. Tandis qu'il suffirait d'offrir un capital convenable aux femmes des 3 premières catégories, y compris les laides avant leur succès professionnel, pour qu'elles abandonnent sans rien demander de plus tous leurs projets de travail, la femme émancipée, elle, ne travaille jamais pour l'argent. Dans sa jeunesse, elle est par définition attirante et a toujours à sa main un esclave de bon rapport. Seule une femme qui est belle peut se dire émancipée. La femme laide, comme l'homme, n'a rien dont elle puisse s'émanciper. Personne n'a jamais cherché à la corrompre, elle n'a pas le choix. La femme soi-disant émancipée a elle aussi des enfants, le plus souvent 1 ou 2 bien entendu. Une habitation confortable et tous les symboles qui composent le statut de son groupe social.
Mais elle ne limite pas ses distractions à son foyer ou au bal masqué qu'organisent ses semblables par le sexe. Ce qui l'amuse le plus, c'est de se livrer à une occupation subalterne pour laquelle il y a toujours un public. On la voit flotter d'un air éthéré dans les couloirs des maisons d'édition et des rédactions de presse, dans les antichambres des grands patrons du film, de la télévision et du théâtre. Elle est assistante de metteur en scène, interprète, hôtesse de bureau de voyage, employée d'un grand joaillier, dans un magasin d'antiquités ou une boutique de luxe. Bref, partout où elle est sûre de rencontrer des gens riches et intéressants. L'argent qu'elle gagne, elle le dépense la plupart du temps en entier pour une mascarade qui lui permet de se préparer chaque jour à son lieu de travail dans une nouvelle mise en scène personnelle. La femme soi-disant émancipée est aussi bête que les autres, mais elle n'aime pas le paraître. Le jugement qu'elle porte sur les ménagères est des plus négatifs. Elle s'imagine que le fait d'accomplir un travail qui ne serait pas indigne d'un homme suffit à la rendre intelligente. Elle confond la cause et l'effet. Les hommes ne travaillent pas parce qu'ils sont tellement intelligents, mais parce qu'ils le doivent. Si on les délivrait de leurs obligations financières, s'ils étaient aussi libres qu'une maîtresse de maison par exemple, la plupart d'entre eux commenceraient à employer leur intelligence de façon sensée. En règle générale, une femme bénéficie dans sa belle villa de banlieue de conditions bien plus favorables à l'exercice d'une activité intellectuelle ou spirituelle qu'entre une machine à écrire et un dictaphone. Le travail de la femme émancipée lui offre rarement des difficultés ou l'occasion de prendre des responsabilités. Et pourtant, elle vit dans l'illusion qu'elle ne fait que cela. Elle remplit une tâche, affirme-t-elle, dont elle ne pourrait absolument pas se passer. Et pourtant, elle ne se consacre jamais vraiment à son travail, car contrairement à la femme laide, l'émancipée ne s'y livre jamais sans encre de salut. Il existe toujours à l'arrière-plan un homme prêt à accourir à la première difficulté qu'elle rencontre. Il lui semble injuste que ses collègues masculins grimpent plus rapidement qu'elle dans la hiérarchie de l'affaire, mais à cause de cela même, elle ne prend jamais longtemps parti dans leur lutte meurtrière. Comme femme, même émancipée, on n'a pas les mêmes chances. Au lieu de faire son possible pour modifier cette situation sur le lieu même de son travail, elle s'empresse de se rendre fardée et couverte partout comme un clown de lamelles et de paillettes aux réunions organisées par sa clique pour réclamer à grands cris l'égalité des droits. Il ne lui vient pas à l'esprit que ce sont les femmes elles-mêmes, et non les hommes, qui sont les responsables de cet état de choses, à cause de leur manque d'intérêt, à cause de leurs bêtises, parce qu'on ne peut jamais compter sur elles, parce qu'elles sont à vendre plus offrant, parce qu'elles se livrent à une mascarade imbécile, parce qu'elles sont toujours enceintes, et surtout à cause du dressage impitoyable qu'elles cherchent à exercer sur tous les hommes qui les approchent. On pourrait supposer que le mari d'une femme soi-disant émancipée est moins malheureux que les autres puisqu'il n'est plus le seul à assumer la responsabilité du ménage. C'est juste le contraire. La femme soi-disant émancipée ajoute à son malheur, car il a été dressé, comme tous ceux de son sexe, selon le principe du rendement, si bien qu'il est désormais condamné à toujours la devancer. La traductrice épouse un écrivain. La secrétaire un chef de service, la vendeuse d'art un sculpteur et la journaliste son rédacteur en chef. La femme émancipée ne soulage jamais son mari. Elle exige de lui plus encore que les autres. Plus elle grimpe, plus elle le talonne impitoyablement. Et il arrive souvent qu'une femme semblable, par hasard ou grâce à la protection d'un homme, car elle ne manque pas d'attrait, occupe réellement une position élevée. Si son mari ne se trouve pas dans le même cas, chaque augmentation d'appointement de sa femme devient pour lui un traumatisme, chacun de ses progrès professionnels une cause de panique. L'angoisse qu'elle puisse un jour le dépasser ne le quitte pas et il n'a pas un instant de repos. Follement jaloux des étrangers qu'elle fréquente, il se sent constamment inutile, superflu, toute son existence lui semble vaine car elle s'imagine qu'elle n'a plus besoin de lui. Le bonheur de l'esclave, le seul que l'homme puisse encore ressentir après son dressage, lui est refusé. Les enfants de la femme, soi-disant émancipés, eux non plus ne sont pas heureux. Elle n'est pas meilleure que le reste de son sexe, simplement différente.
Elle éprouve donc plus de plaisir à exécuter un travail de bureau imbécile qu'à s'occuper d'enfants intelligents. Et pourtant, son refus de la maternité ne dure jamais longtemps. On a besoin d'un enfant, n'est-ce pas, quand on est femme. Autrement, il manque toujours quelque chose dans votre vie. En principe, l'émancipée ne renonce à rien. Elle veut être à la fois au four et au moulin. Pour ne pas quitter son activité si stimulante au point de vue intellectuel, elle met ses enfants à la crèche et en internat ou les laisse élever par une de ses ménagères qu'elle méprise tant. Naturellement, elle ne fera pas seule le ménage, mais ensemble avec son mari, après les heures de bureau. Il aura la permission de s'entretenir de façon stimulante avec cette épouse dont l'esprit ne quitte pas les hauteurs intellectuelles, en cirant ses parquets, en arrosant ses petites fleurs et en astiquant son argenterie. Car l'émancipée ne renonce pas plus au bric-à-brac traditionnel de son clan qu'à l'esclave qui travaille pour elle, ni qu'à des enfants. Pour donner plus de poids à ses revendications en ce qui concerne les privilèges de l'homme, non ceux du guerrier, mais les bonnes situations bien payées, la femme émancipée organise de temps à autre un mouvement féminin d'émancipation. C'est l'occasion d'attirer sur elle, à grands cris, l'attention du monde, d'épingler un insigne sur la veste à la dernière mode suffragette, d'allumer des bougies à la fenêtre de sa chambre à coucher pour mieux affirmer ses convictions politiques, de pincer les fesses des travailleurs du bâtiment devant le public de la télévision et de se livrer à d'autres minauderies semblables. Régulièrement, elle se délivre de ses chaînes. Comme les chaînes morales ou spirituelles lui sont étrangères, voici ce qu'elle entend par là. Au début du siècle, elle a commencé par le corset, puis dans les années 60, le soutien-gorge. Et pour que personne ne puisse ignorer cet événement sensationnel, son esclave a inventé pour elle la blouse transparente. La prochaine vague d'émancipation lui apportera peut-être sa libération du maxi long et mal commode qu'elle a récemment ajouté, avec beaucoup de coquetterie et contre le désir des hommes, à son attirail de mascarade. Ce dont elle ne se libère jamais dans de telles occasions, c'est sa bêtise, sa niaiserie, son ridicule achevé, ses mensonges, la froideur de ses sentiments et son caquet d'une stupidité vertigineuse. Ce dont elle ne se libère jamais dans de telles occasions, c'est sa bêtise, sa niaiserie, son ridicule achevé, ses mensonges, la froideur de ses sentiments et son caquet d'une stupidité vertigineuse. Évidemment, quels que soient ses gains, elle n'abandonne pas à l'homme son domaine, le foyer, pour assumer à sa place la responsabilité d'entretenir le ménage en assurant elle-même son prestige social. Beaucoup moins sensible que l'homme, souffrant par conséquent moins que lui de devoir accomplir un travail abrutissant, il se peut qu'une vie professionnelle la comble, la rende heureuse, mais jamais elle n'offrira à son mari, avec son argent à elle, la possibilité de se créer une vie meilleure. Ce n'est pas elle qui lui donnera du feu ou lui tiendra la porte pour qu'il passe. Ce n'est pas elle qui souscrira une assurance sur la vie au profit de son conjoint, ni qui lui consentira une pension alimentaire au moment du divorce. Ce ne serait pas du tout féminin. D'ailleurs, un tel arrangement ne vient pas à l'esprit de l'homme. Il est trop bien dressé. Après avoir embrassé son épouse l'émancipée, il s'essuie le visage pour en effacer les traces de crème, de poudre et de rouge à lèvres et se plonge de nouveau, tête baissée, dans la lutte pour la vie.